Alors, on va s'intéresser au rachis. Et bon, c'est des notions maintenant relativement anciennes, mais comme vous interprétez les EOS, il faut que vous compreniez un petit peu toutes les relations entre le bassin, le rachis. Voilà, il y a eu de grandes avancées sur le fameux, ce mot magique, qui est l'équilibre sagittal du rachis. Bon, l'EOS, est-ce que vous êtes allé voir la machine? Bon, vous connaissez, bon, il faut que vous y alliez, hein. Bon. Donc c'est sur une crémaillère et on peut avoir comme ça, il y a deux faisceaux orthogonaux. Il y a une crémaillère qui monte et qui descend avec c'est des capteurs, enfin c'est pas des rayons conventionnels, hein. On peut avoir comme ça, en une acquisition, l'ensemble du rachis et du squelette, de face et de profil, et on peut faire des reconstructions 3D. Alors, donc là c'est juste pour vous montrer, hein. En fait voilà, vous êtes debout, il y a la crémaillère et ça monte et ça descend, et on a, hein, c'est des capteurs plans, c'est Charpak. Alors, eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est l'évolution du chimpanzé à l'homme, hein. Quand on marchait à quatre pattes, notre rachis il était rectiligne, et pour se mettre debout, au départ le chimpanzé, comme il était rectiligne, eh ben, il continuait à fléchir son bassin et ses jambes. Et petit à petit, hein, vraiment pour pouvoir courir debout, il est apparu la lordose lombaire, qui est vraiment la caractéristique euh, de, de l'Homo sapiens, qui lui permet d'être dans un état d'équilibre. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que debout, on est dans un état d'équilibre où il n'y a pas de force musculaire qui rentre en jeu. Et le but, justement, c'est d'être le plus économique possible. Alors, je sais pas, bon, Dubousset a mis l'homme dans un cylindre, dans un cône, et il montre en fait que il faut jamais sortir de ce cône, et qu'il y a des intrications pour être dans cet équilibre économique entre la position du bassin, la position du rachis et la position des membres inférieurs. Et on va voir tout ça, hein. Et c'est vraiment fondamental pour la chirurgie du rachis. Alors on va voir d'abord l'équilibre normal, et ensuite on verra, c'est justement quand vous êtes à un moment, le vieillissement naturel va faire que vous allez être dans un déséquilibre que vous allez compenser, et le risque c'est qu'il soit décompensé, hein. C'est le vieux qui se penche en avant, et donc là c'est le début des problèmes. Donc voilà ce fameux cône d'économie, hein, qui a été décrit par Dubousset, c'est dans les années 70, hein, donc c'est très très vieux, 72. Voilà, il faut jamais sortir de ce cône. Alors soit on est en équilibre enfin, économique, soit on essaye de contracter les muscles, on le verra, pour ne pas sortir de ce cône. Alors, d'abord on va regarder le bassin. Donc vous le savez, le bassin, vous avez trois angles. C'est l'incidence pelvienne, la pente sacrée et la version. Alors, le plus important, c'est l'incidence pelvienne. C'est la carte d'identité du bassin. Elle ne change pas, quelle que soit l'évolution. C'est vraiment le caractère propre du bassin. Donc, pour la mesurer, vous prenez la perpendiculaire au plateau de S1, hein, qui passe par le centre du plateau. Et puis, vous prenez le centre des têtes. Alors, quand elles sont, vous verrez que sur les hausses, parfois, les deux têtes, elles ne sont pas superposées. Donc la machine va faire un calcul pour vous donner le centre en faisant, puisqu'il a une acquisition 2D, il va vous donner le centre de la tête. Et puis l'incidence pelvienne, ça va être cet angle-là. Donc en fait, ce que ça va définir l'incidence pelvienne, grosso modo, c'est l'épaisseur du bassin. Donc soit il est étroit, soit il est large. Et vous verrez que plus vous avez un bassin large, plus vous avez des capacités d'adaptation, et plus il est étroit, plus c'est difficile avec le vieillissement de s'adapter. Alors, bon là c'est juste, voilà,
retenez, hein, une IP faible, il va être étroit, et une IP large, il va être, élevé, il va être large. Alors, associé à cette incidence pelvienne, vous avez deux autres angles qui, eux, vont varier, qui sont la version pelvienne et la pente sacrée. Alors, la version pelvienne, on va voir, là c'est la pente sacrée, et la version pelvienne, en fait, c'est soit il est antéversé ou rétroversé. Et ces deux angles, la version et la pente, vont varier en sens inverse. Donc juste, voilà la version pelvienne. Donc ça va être l'angle, c'est la verticale, hein, qui passe par la droite qui passe par le milieu du plateau et les centres de la tête, et la verticale. D'accord. En général, la version, retenez, c'est 15 degrés. Et c'est une variable d'ajustement. D'accord. Si vous êtes antéversé, vous comprenez bien que votre version, puisque c'est par rapport à la verticale, elle va diminuer. Et si vous êtes rétroversé, votre version pelvienne, elle va augmenter. Alors, la version, qu'est-ce que... Oui, ce qu'il faut... Donc la version, pour faire varier votre version, hein, bah, c'est un équilibre entre les muscles, les ischio-jambiers et les glutéaux. Donc pour rétroverser votre pelvis, hein, vous allez jouer sur vos muscles, et c'est à l'origine justement de douleurs et de tensions. Et elle va augmenter aussi, hein. Quand vous vous mettez en flexion de hanche, ça va vous permettre d'allonger, d'augmenter votre version, et au contraire, l'extension de hanche, ça va la diminuer. C'est pour ça qu'on verra, quand les petits vieux, il faut augmenter leur rétroversion pour compenser la perte de la lordose lombaire, et c'est pour ça qu'ils vont fléchir leurs jambes, pour augmenter la rétroversion. Alors la pente sacrée, bon, bah, c'est l'inverse. C'est par rapport à l'horizontale cette fois-ci. Hein. Vous prenez la parallèle, enfin la tangente à la pente au bord supérieur de S1, à la pente par rapport à l'horizontale. Et donc elle va augmenter en antéversion et diminuer en rétroversion. Donc là c'est juste pour vous montrer, hein, en fonction de la position, d'accord, en antéversion. Donc retenez, hein, que la version pelvienne, c'est par rapport à la verticale, et la pente, c'est par rapport à l'horizontale. Et vous voyez que si vous êtes antéversé, votre version diminue et la pente augmente, et là, c'est l'inverse. Hein. Alors, justement, puisqu'il y a une relation entre les deux, vous allez avoir l'équilibre du bassin, vous avez une relation entre les trois, c'est-à-dire qu'en général, votre incidence pelvienne, c'est la somme de la version et de la pente sacrée. D'accord. Et donc, vous voyez bien que si vous avez une IP qui est très faible, eh ben vous allez avoir une réserve de version très, très faible. C'est-à-dire que vous avez un bassin, je vous l'ai dit, qui est très étroit, et donc un capital de rétroversion ou d'antéversion très faible. À l'inverse, si vous avez une IP qui est très, très grande, vous avez des versions et des pentes sacrées qui peuvent mieux s'adapter. Bon, là, c'est juste pour vous montrer, voilà, bon, c'est l'équilibre du bassin, pour vous montrer la relation entre ces trois angles du bassin. Alors, en général, ce qu'il faut retenir, parce qu'on va voir justement que Roussouli, qui est un orthopédiste lyonnais, a décrit plusieurs types de rachis. Il faut retenir que si vous avez une grande IP, en général, vous avez une grande pente sacrée, et une petite IP, vous avez une petite pente sacrée. Donc, alors, ensuite, on va voir les corrélations justement de ce bassin avec le rachis. Et donc, ils ont mesuré les lordoses lombaires en les mesurant de L5 à L1 à L5 par rapport à la pente sacrée, à l'incidence pelvienne, pardon. Et donc, vous voyez en fait que là aussi, il y a une relation. C'est-à-dire que votre lordose, il faut, c'est grosso modo 9 degrés de plus que l'incidence pelvienne. D'accord. Alors, ça a une importance, parce que justement,
il y a eu des types de rachis. Et après, le chirurgien, en fonction de l'incidence pelvienne qui est la carte d'identité, eh ben, il faut recréer le même type. C'est le type qui est adapté à la personne. D'accord? Donc il faut retenir que quand vous avez une petite pente sacrée, c'est-à-dire en fait une IP qui est relativement petite, inférieure à la pente sacrée à 35, ce qui équivaut aussi à une pente sacrée, une incidence pelvienne petite, eh bien, on a dit qu'il y avait très peu de réserve, et votre rachis, puisqu'on a dit que l'incidence pelvienne, la lordose lombaire, c'est l'incidence plus 9 degrés, eh bien, vous avez des types 1 et 2 qui sont des types relativement droits, avec une lordose lombaire et une syphose dorsale qui est très faible. D'accord? Et puis ensuite, vous avez l'équilibre, le type 3 qui est le plus fréquent, où vous avez une pente qui est retenue entre 35 et 45, et donc vous allez avoir une lordose, une courbure relativement harmonieuse, avec une lordose moyenne et une syphose thoracique moyenne. Et puis vous avez le type 4, qui est avec des pentes sacrées très élevées, c'est-à-dire il y a c'est des patients qui sont très cambrés, et donc vous allez avoir une syphose, enfin une lordose lombaire très importante et une syphose thoracique pour compenser très importante. D'accord? Donc ça c'est très important. Vous verrez que dans les hausses, quand vous regardez vos comptes rendus et qu'on a tout le corps entier, et bien à chaque fois il va vous donner le type de l'équilibre sagittal du patient. Hein, en fait, il faut qu'il y ait une adéquation entre la position du bassin et le rachis. Alors, ça a une importance parce qu'en général, donc les types 1 et 2 qui sont voilà, les bassins très étroits, ça va avoir une incidence plutôt sur les patients vont plutôt développer des discopathies avec une augmentation des contraintes discales plutôt, alors que dans un type 4 où vous avez une hyperlordose lombaire, ces patients ils vont plutôt avoir, du fait de cette hyperlordose, de l'arthrose interapophysaire postérieure et des spondylolisthésis ou des lysismiques chez les jeunes. Bon, bon là je vais pas, c'est un peu compliqué parce que dans les Roussouly il a montré aussi dans les lordoses lombaires que la lordose elle peut jouer soit entre L1 et L3, soit entre L3 et L5, et qu'on joue beaucoup plus entre L1 et L5 que entre L3 et L5. Bon, c'est un tout petit peu compliqué. Alors, après, ce qu'il faut que vous reteniez, ça découle des types de Roussouly, c'est que bon, le pelvis est relié au rachis lombaire, mais aussi à la syphose thoracique. Parce que vous savez que le but, ça c'est pour l'équilibre quand quand on est compensé, le but c'est que les conduits auditifs se projettent, on va le revoir après, sur les têtes fémorales. Donc si vous avez une grosse lordose lombaire, pour éviter d'aller en arrière, vous allez faire une syphose thoracique. Donc là aussi, vous avez une relation entre la lordose lombaire et la syphose thoracique, et c'est voilà, c'est plus 0,75. C'est un facteur, c'est pas plus, c'est 0,75 de la lordose. On multiplie là, alors que là, on additionné. D'accord? Donc voilà en fait les trois relations que vous devez savoir pour pouvoir interpréter ensuite les EOS. Donc là, juste pour vous montrer un type, donc là vous avez une pente sacrée, vous voyez, qui est à 47 degrés, ou une incidence pelvienne qui est relativement large aussi, vous voyez, elle est à 65. Donc si vous avez une pente à 47, on a dit que la lordose, il fallait qu'elle soit grosso modo à 10 degrés de plus, ce qui est le cas. Entre L1 et L5, elle est à 60 degrés. Donc là, il y a une adéquation entre la pente sacrée et la lordose. Donc là, on est dans un type 4 de Roussouly.
avec une pente sacrée supérieure à 45. Donc c'est des patients qui à long terme vont développer plutôt des pathologies dégénératives sur l'arc postérieur avec des spondylolisthésis après. Alors, donc voilà ce que vous voyez, ça c'est dans l'EOS, ils vont vous donner, bon, c'est un peu petit, j'aurais dû augmenter, mais là ils vous donnent la pente sacrée, puis ensuite ils vous donnent la lordose, et en fait vous êtes toujours dans le vert, ça veut dire que vous ne compensez pas, et là ils vont vous donner aussi, si vous faites l'équilibre global, si vous rétroversez ou pas. Voilà. Donc il faut toujours regarder, donc là vous êtes plutôt sur un type 4, il va vous le dire là, type. Bon, c'est dans les commentaires, mais c'est vraiment trop petit là, pardon. Alors, donc là, à votre avis, est-ce que c'est normal ou pas? Donc, on voit qu'il a une pente sacrée à 52 et qu'il a une lordose à 38. Vous voyez, L1, L5, 39. D'accord? Donc là, ce qu'on peut dire, c'est qu'il a un bassin très large, mais il a une lordose qui correspond pas à son type de bassin. D'accord? Donc là, on voit juste, donc il a une pente sacrée très élevée, mais par contre sur l'équilibre sagittal, eh ben, il est équilibré, mais probablement compensé. Alors, voilà, là c'est pareil, je vous ai mis deux types. Donc si on voit là, il y a un dos, c'est deux dos très plats. Et là, je vous ai mis... Est-ce que vous voyez, est-ce que vous voyez là, juste... en fait, c'est à l'œil. Hein, vous voyez, si je prends la pente sacrée là et la pente sacrée là, vous voyez que là, j'ai une pente sacrée qui est faible, d'accord, à 11 degrés, avec une IP qui est à 42 degrés. Donc, on est sur un type 1 qui correspond, puisque il a un rachis très plat. C'est un type 2. Et pourquoi on a une rétroversion? Parce qu'il s'est adapté au fait qu'il ait un dos très plat. D'accord? On a dit que s'il avait une pente sacrée faible, il s'est adapté là, parce que vous voyez, il a des discopathies. Je ne sais pas si je suis très claire. À l'inverse, là, il va avoir une IP qui est bon, à 33, qui est faible, et qui correspond avec des versions et des pentes sacrées qui sont faibles aussi, et une lordose qui est quasi inexistante. Hein. Je ne l'ai pas mesuré là, mais là, donc on a une adéquation entre un bassin qui est étroit et une lordose qui est respectée. Tandis que là, s'il a cette pente sacrée qui est à 11 degrés, en fait, elle est adaptative. Parce que vous voyez que son IP, elle, est relativement élevée. Vous voyez qu'il a un bassin relativement étroit et qui est en inadéquation, large, pardon, qui est en inadéquation avec cet effacement de la lordose qui est acquis du fait des discopathies. D'accord? Et il a quand même une pente sacrée qui est très faible parce qu'il s'est mis en rétroversion pour compenser. Alors, voilà un autre exemple. Voilà une patiente, vous voyez qu'elle a elle a été opérée avec une arthrodèse. Et vous avez une pente sacrée à 34. Alors, et surtout une IP très élevée, à 67. Donc elle a un bassin très large. Et cette patiente continue à avoir mal. Est-ce que vous avez une idée pourquoi elle a mal?
vous voyez qu'il y a une IP qui est très élevée, et vous voyez, par contre, vous avez une hypolordose. Hein. Et je vous rappelle que vous avez une relation entre l'incidence pelvienne et la lordose lombaire. Hein. Vous devez rajouter 10 degrés à la lordose lombaire. Donc on devrait avoir une lordose lombaire de presque 80 degrés. Alors que là, vous voyez, vous avez une lordose lombaire, je ne sais pas si on la calcule, elle doit faire 10 degrés. D'accord? Donc D'accord? Donc là, vous voyez que vous êtes sur un type, enfin, vous avez carrément un effacement de toutes les courbures avec un bassin qui lui est très large, et on devrait avoir, en fonction de ce bassin, un type 4 avec une grande lordose lombaire et une grande syphose. Donc en fait, il y a une inadéquation complète entre son rachis et son bassin. Probablement, il a été opéré d'un spondylodégénératif, puisque les types 4, ils ont tendance à avoir des complications plutôt d'arthrose postérieure et de spondylolisthésis. Et le chirurgien n'a absolument pas respecté la règle des types de Roussouli, et au contraire, il a un dos très très plat, ce qui fait que ces patients, eh ben, pour essayer d'augmenter sa lordose lombaire, il va beaucoup jouer sur ses muscles, sur les extenseurs du rachis, sur les ischio-jambiers, les glutéaux, pour essayer d'antéverser son bassin pour diminuer la pente sacrée. Et si on veut respecter les types, il faudrait en effet les réopérer, et alors je ne sais pas si ça a été fait, probablement, et restaurer les courbures. Hein, c'est vraiment essentiel. Donc vous voyez, ça a été fait. Hein, c'est des chirurgies très très lourdes, mais avec des résultats qui sont souvent vraiment très satisfaisants. Donc on va même faire parfois des ostéotomies des vertèbres pour respecter, hein, pour recréer une lordose lombaire, pour retrouver un équilibre qui sera compensé. Donc voilà un autre exemple avec un tassement. Bon, ça c'est le vieillissement naturel. Vous avez là une incidence pelvienne qui est très faible, avec une pente sacrée aussi. Alors il vaut mieux prendre pour les types, hein, regardez l'incidence pelvienne, parce que chez les vieux, vous allez avoir des modifications. Les types 1 et 2, c'était chez des sujets strictement normaux qui n'avaient pas de pathologie. Comme on a vu que la pente sacrée, c'était une variable d'ajustement, s'il compense, on a du mal pour les types. Donc il vaut mieux regarder plutôt avec les incidences. Bon, vous voyez que vous avez une incidence qui est très faible, donc on devrait avoir là un rachis qui serait plutôt plat. Vous voyez que là, vous avez une bascule très importante avec une hyperlordose lombaire. Ça, c'est pas, là aussi, hein, il y a des rétrolisthésis. C'est un phénomène dégénératif sur le rachis. Et on devrait retrouver plutôt, hein, on devrait être, avec ce bassin relativement étroit, on devrait avoir un rachis plutôt rectiligne. D'accord? Donc là, pareil, hein, elle a été opérée et on lui a remis, hein, un rachis relativement droit avec un effacement des courbures qui correspondait pour que son équilibre sagittal, hein, pour remettre, hein, toujours, hein, pour remettre les conduits auditifs en regard des têtes, et donc on a effacé les courbures. Bon, l'équilibre frontal, il n'y a pas grand-chose à savoir. Bon, c'est les attitudes scoliotiques, mais vous verrez que les chirurgiens s'en occupent beaucoup moins que l'équilibre sagittal. L'équilibre frontal, on arrive toujours avec la scoliose à mettre la tête. Hein, vous n'avez jamais vu quelqu'un qui était complètement de côté. Hein. C'est comme les arbres, justement, ça se remet toujours vertical, hein, même si ça naît, hein, sur une pente. Donc après, on va voir justement les méthodes d'adaptation. Comment on s'adapte justement quand on a une inadéquation entre le rachis et le pelvis. Et donc justement, on va avoir des équilibres compensés. Donc c'est-à-dire qu'on arrive à se remettre.
par des phénomènes, que ce soit sur les membres inférieurs ou sur le rachis, on se remet dans le cône. Et puis, il y a un moment où on a beau mettre en jeu tous nos ressources, qu'elles soient musculaires ou les flexions des membres, vous allez voir, et bien vous allez avoir un équilibre décompensé. Et c'est là où on penche en avant, hein, c'est le petit vieux qui va chuter. Et on a montré que c'était un facteur de risque, hein, de mortalité important. Donc, voilà, il faut vraiment que vous compreniez que tout le but, c'est de rester dans le cône. Alors, vous allez voir qu'il y a plein de méthodes pour mesurer l'équilibre sagittal. Peut-être que le mieux, c'est la distance entre la plumb line et le coin antéro-supérieur du sacrum. Et si ça fait plus de 50 mm, voilà, cette ligne-là, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre. Donc soit on prend la C7 et on trace l'aplomb puis on regarde, soit il y a celle qui passe par les conduits auditifs. Voilà. Donc retenez les conduits auditifs externes, c'est les têtes fémorales. C7, c'est un peu en arrière des têtes fémorales. Soit on calcule cette distance, le SVA, qui doit être... Enfin, on est dans un état de déséquilibre si on est à plus de 50. Alors, là aussi, donc ce qui est très important, on a vu justement les liens entre l'incidence pelvienne et la lordose. Et les Américains, en fait, il y a toute une guerre entre les Américains, enfin, la vision américaine et la vision française. Bon, il y a une Française justement qui est partie aux États-Unis, qui fait partie de l'école de Lyon et qui est depuis de nombreuses années maintenant aux États-Unis, qui travaille beaucoup là-dessus. Bon, c'est pas. Et puis, justement, donc les Américains, ils ont tendance à mesurer plutôt le SVA. D'accord ? Donc, en fait, ce que vous devez absolument faire quand vous regardez l'équilibre, alors, c'est vous analysez les courbures et l'incidence, vous regardez s'il y a une bonne concordance entre les IP et les lordoses. Et puis ensuite, vous allez regarder l'équilibre. D'accord ? Est-ce qu'il est en équilibre compensé ou décompensé ? D'accord ? Donc vous allez regarder le SVA. Donc ça, c'est vraiment des questions sur des rachis que vous devez vous poser, mais systématiquement, hein, quand vous décrivez vos radios, surtout sur les patients qui restent douloureux après une intervention. Alors, comment on va compenser ? Alors, l'équilibre frontal, ça, on s'en fout. L'équilibre, enfin, je ne devrais pas dire ça, mais enfin, c'est moins important. Hein, et donc, on va regarder l'équilibre sagittal. Alors, ce que vous allez voir le plus souvent, chez les personnes âgées, ils ont tendance à avoir des déséquilibres antérieurs. Et les déséquilibres postérieurs, c'est très très rare. D'accord ? Alors, comment on va compenser ? Vous allez voir qu'on va compenser d'abord sur le rachis, ensuite on va compenser aussi sur la syphose thoracique en essayant il faut se redresser un peu, et quand ce réservoir sur le rachis n'est pas suffisant, on va compenser sur le pelvis en favorisant, si on rétroverse, on va reculer, hein, tout le haut, et puis si ça n'est pas suffisant, on va aller compenser, on va voir sur les hanches avec le fameux flessum des petits vieux, hein, qui sont avec un flessum sur les genoux. Alors, en fait, le vieillissement, vous allez voir, hein, vous regarderez plus attentivement les rachis de vieux, le vieillissement naturel, ça va être un effacement progressif de la lordose lombaire avec une hypolordose. Et puis, si vous avez une hypolordose, le risque, c'est le déséquilibre antérieur. Alors, comment on va compenser ce déséquilibre, cet effacement de la lordose, hein, qui est le vieillissement naturel, et parce qu'on a les disques qui vont petit à petit se pincer, donc ça efface la lordose. On va effacer la syphose thoracique chez les vieux pour essayer de si on diminue la lordose lombaire, on va diminuer la syphose thoracique, hein, ce que je vous rappelle, hein, que lordose lombaire c'est 0,75 de la syphose thoracique, hein.
la relation entre les deux. Il y a un facteur. Alors, si on ne peut pas diminuer, si on ne peut pas jouer sur cette syphose thoracique, parce que les vieux, il y a très souvent une ankylose antérieure vertébrale avec une fusion des disques c'est la syphose thoracique des personnes âgées, ils vont essayer de compenser en faisant une hyperextension du rachis lombaire pour augmenter la lordose. Et c'est là justement que vont apparaître ces arthroses postérieures, les arthroses, les bursites interépineuses, jusqu'à les pseudolysismiques, qui sont en fait les spondylolisthésis dégénératifs. Vous allez avoir, pour créer cette hyperlordose, l'hyperextension du rachis avec des spondylolisthésis qui vont apparaître en particulier en fait sur le rachis lombaire haut. Très souvent, vous allez remarquer, vous allez avoir un petit spondylolisthésis en L1, L2, L2, L3, pas dans les gros spondylodégénératifs, qui sont en fait des spondylos adaptatifs à la diminution de la lordose lombaire. Donc ça, c'est le troisième mode d'adaptation. Alors ensuite, c'est les rétrolisthésis, dont je vous ai parlé. Vous voyez, vous avez des discopathies étagées. Les discopathies entraînent plutôt un effacement de la lordose. Et pour recréer une lordose lombaire, ils vont essayer des petits rétrolisthésis. Il y aura une hyperextension là et des rétrolisthésis pour augmenter encore cette lordose. Alors, ensuite, vous avez l'adaptation dans le pelvis. Ça, c'est la plus importante. Vous allez voir petit à petit une rétroversion du bassin. Et donc, vous allez avoir une augmentation de la pente sacrée. Et c'est là où il est important d'avoir un bassin large. Alors, au début, vous voyez, la nature fait bien les choses. Vous avez un bassin très large, vous avez peut-être une hyperlordose et une hypersyphose, vous développez de l'arthrose postérieure, mais vous voyez qu'à la fin de votre vie, on vous le rend bien, parce que si vous avez un effacement de la lordose, vous avez un bassin qui est très large et qui s'adapte, et vous pouvez le rétroverser. Tandis qu'un type 1, en fait, il aura 0 degré de rétroversion, il va être raide comme un piquet, et il va se retrouver à compenser beaucoup plus avec les jambes, parce qu'il ne peut pas compenser avec le bassin. Alors, ensuite, quand vous ne pouvez plus rétroverser dans votre bassin, compenser avec votre bassin, vous allez justement compenser avec les membres inférieurs. Et vous allez, pour pouvoir éviter justement l'équilibre, que ça bascule vers l'avant, vous allez bouger tout ça d'un coup en fléchissant. D'accord ? Et là aussi, vous avez un degré, une limitation dans la flexion de vos hanches, qui parfois justement, la flexion de la hanche, elle va être gênée par une coxarthrose très développée qui va vous empêcher de compenser aussi sur les membres inférieurs. Et tout ça, ça a été prouvé, cette rétroversion, c'est vraiment à l'origine de douleurs et de fatigue musculaire. Parce que dès qu'ils sont debout, ils vont contracter leurs muscles pour pouvoir rétroverser. Donc il y a une tension dans les ischio-jambiers, dans les glutéaux. Et là aussi, pourquoi les vieux vont développer des tendinopathies des moyens fessiers, c'est toujours à cause de cette... ils sont en permanence en train de compenser et de s'adapter à l'équilibre sagittal. Alors ça, c'est beaucoup, beaucoup plus rare. Vous avez les patients qui vont faire des fractures ostéoporotiques, ils vont avoir une hypersyphose, et donc pour compenser, eux, ils vont aller compenser dans le rachis lombaire en créant une hyperlordose. Et s'ils n'y arrivent pas, là aussi, vous avez cette hypersyphose, ils vont aller fléchir ils vont d'abord faire une rétroversion du bassin, et puis ils vont fléchir les genoux. C'est vraiment typique du patient, vous voyez, avec les fractures tassement. Et vous imaginez bien, quand il est tendu, là, il est en état de déséquilibre complet. Vous voyez que ses conduits auditifs, ils se projettent là
la mesure, elle est à plus de 50. Hein. Mais vous avez très peu d'adaptation possible sur le rachis lombaire chez les... Et par contre, hein, il va adapter sur les membres inférieurs pour essayer hein, d'aller vers l'arrière. Bon, voilà quelques exemples. Donc là aussi, quand vous faites un compte rendu sur EOS, vous devez dire si vous êtes le type, s'il est et s'il y a une adéquation entre votre rachis lombaire et l'incidence pelvienne. Et puis la troisième chose que vous devez mettre dans votre compte rendu, c'est s'il est compensé ou décompensé. D'accord? Donc là, bon, il y a des discopathies, vous voyez, étagées. Vous avez une incidence pelvienne, une pente sacrée qui est à 24 avec une incidence pelvienne là qui est à 37, hein, donc il est plutôt étroit. Vous avez une hyperextension avec une lordose qui est à 27. Donc, alors que vous avez une incidence pelvienne qui est à 37. Donc, à votre avis, ça va bien ça ou ça va pas? Ça va pas. Hein. Donc, déjà, vous pouvez dire qu'il y a une hypolordose. Même si vous avez l'impression là sur votre rachis qu'il y a une courbure qui a l'air. Vous voyez que la lordose elle est à 27 degrés pour une incidence à 37 alors qu'elle devrait être à 47. Donc déjà il y a vraiment une hyperlordose, une hypolordose. Puis vous voyez justement donc on a dit que pour s'adapter il fallait qu'il fasse de l'hyperextension. Et vous voyez vous commencez à avoir des ébauches là, hein, c'est très joli, de rétrolisthésis pour augmenter la lordose lombaire. D'accord? Donc là, ce que vous voyez, bon, il vous met que vous avez une incidence pelvienne à 37, avec une pente sacrée qui est à 24, parce qu'il a rétroversé, hein, elle est très faible par rapport à l'incidence pelvienne. Elle est très faible, il a mis une rétroversion de son bassin pour essayer de compenser cette hypolordose. D'accord? Et puis, vous regardez après, est-ce que si je prenais, ça c'est la C7 Plumbline ou celle des conduits auditifs, vous voyez que les conduits auditifs se projettent quand même en regard du centre des têtes, donc c'est pas mal. Et si je prends la ligne là, la cam, donc c'est de l'équilibre, elle est à 4 mm, donc il est équilibré. Lui, il a une hypolordose par rapport à son incidence pelvienne, mais il a équilibré en faisant une rétroversion de son bassin. Donc c'est à l'origine de douleurs. Donc pour l'orthopédiste, ça peut expliquer en effet des douleurs, mais il est équilibré. Tant qu'il est équilibré, ils ne vont pas aller les opérer, hein, parce que c'est des chirurgies très lourdes dans le monde de la jambe. Donc là, en fait, il vous montre qu'avec cette incidence pelvienne, on est plutôt sur un type 2, mais qu'on est sur un système quand même, l'alignement global il est bon. Voilà, tout devrait être dans le vert là, en fonction de ce type-là. Donc vous voyez qu'il y a une hypolordose et une rétroversion pour pouvoir compenser. Bon, là c'est un peu trop petit donc. Alors, le système décompensé, ça on sait que dès qu'ils sont décompensés, c'est à l'origine des douleurs. Donc décompensé, bah, c'est quand il a en général, hein, ça va être une bascule antérieure hein, avec une distance là qui va être à plus de 50 ou les CAE, les conduits auditifs externes qui se projettent en avant des têtes fémorales, d'accord? Et puis bah, tout le but là quand ils sont décompensés, hein, c'est d'essayer de fléchir pour compenser ce déséquilibre. Bon, voilà justement un exemple hein, d'une dame. Vous voyez le vieillissement, il y a un effacement complet de la lordose, alors que à l'œil nu, avec la pratique, vous voyez ce bassin comme il est large. Donc un bassin comme ça, il y a forcément une hyperlordose. Et ce patient, il n'a pas du tout compensé son hypolordose en essayant de faire des rétrolisthésies, une hyperextension de son rachis, et il a effacé aussi complètement sa syphose, et donc il est parti complètement en avant.
Donc là, il y a vraiment, c'est un état déséquilibré avec un petit, vous voyez que là, il a un peu fléchi. Vous voyez, alors, pour vraiment calculer le type de Roussoulis, il faudrait qu'on ait tous les membres. Mais vous voyez déjà que là, il y a un petit flessum là de la hanche. Et donc, il fléchit un peu ses genoux pour essayer de compenser. Hein. Mais là, il n'y a pas beaucoup de compensation. Et donc, vous voyez là, on a un type 4, mais là, il rétroverse et il y a une hypolordose. Et là, sur l'équilibre sagittal, il est carrément dans le rouge. Hein. Ça veut dire que là, il est complètement déséquilibré en avant. Donc, s'il fallait l'opérer, hein, il faut, dans ces cas-là, c'est une énorme chirurgie où il faut recréer les syphoses et enfin, surtout la syphose, la lordose lombaire. Voilà un autre cas. Bon, c'est toujours la même chose. Hein. Vous voyez là, de toute façon, déjà, vous devez regarder ça. SVA, c'est à 174 mm. Hein. C'est l'équilibre, il est en mode déséquilibré quand il est à plus de 50. Et puis après, eh ben, il fait ce qu'il peut, hein, ce rachis, le pauvre. Il va essayer de compenser sur la lordose, sur la syphose thoracique, sur la rétroversion. Vous voyez que l'IP là, elle est à 47, donc il a un bassin qui est relativement large. Donc il devrait avoir une pente sacrée qui est relativement élevée, donc il faut absolument qu'il rétroverse. Vous voyez là même, regardez comme il a rétroversé son bassin. Pour voir si c'est rétroversé ou antéversé, vous prenez la tangente là, à l'épiniliaque antéro supérieur et au pubis, et vous voyez là, hein, c'est complètement rétroversé. Et par contre, il ne compense pas tellement là sur ses jambes. Donc il y a vraiment là une inadéquation entre ce bassin très large et cette hypolordose. Ça c'est vraiment le vieillissement. Les personnes âgées, vous allez voir, c'est vraiment comme ça. Hein. Il y a deux types. Hein. C'est soit l'hypolordose, soit éventuellement la syphose thoracique sur des tassements ostéoporotiques. Donc il y a une énorme rétroversion, mais qui ne suffit pas à compenser. Et les genoux non plus ne suffisent pas à compenser. Hein. Donc ça, c'est des patients, ça peut mal finir. Voilà un autre exemple. Vous voyez toujours, hein, vous voyez que l'IP, elle est à 47 et il y a une hypolordose. On est toujours avec un déséquilibre, regardez ça, hein, énorme, avec une SVA là à 129. Hein, donc c'est vraiment énorme. Hein. Donc c'est toujours la même chose. Hein. Donc la première chose en fait quand vous analysez ces EOS, et même si vous avez en fait que un rachis lombaire de profil, vous pouvez déjà avoir une petite idée. Hein, vous pouvez déjà vous rendre compte si vous avez, quand on fait les rachis de profil, on a en général les têtes fémorales. Vous pouvez déjà voir si vous avez une adéquation entre le pelvis et la lordose lombaire. Hein. Donc là vous voyez qu'il y a un effacement de l'hypolordose, il compense par une rétroversion, mais ça ne suffit pas. On est passé dans un état complètement décompensé. D'accord? Bon, là, d'autres exemples, là, je vais pas. C'est la même chose. Hein. Vous avez un bassin là relativement large, une hypolordose, et il ne peut plus compenser avec les moyens habituels. Là, c'est toujours cette dame, j'ai montré au début, hein, vous voyez là, elle a beau. Bon, le primum novans, c'est l'hypolordose, mais elle va essayer de compenser avec une rétroversion, et vous voyez, elle n'y arrive pas, et donc il y a un état de déséquilibre antérieur. Et donc ces patients, éventuellement, hein, ça pourrait, s'il fallait les opérer, hein, il faut absolument aller créer de la lordose et de la syphose thoracique. C'est ce qu'on a montré tout à l'heure. Donc voilà, s'il faut retenir une chose, quand vous regardez vos grands clichés, vous regardez tout de suite l'incidence pelvique. Vous avez 3 mesures à regarder. C'est ça. Hein, ça c'est l'article des Américains, hein, mais c'est l'incidence pelvienne et la lordose. Ensuite, vous regardez la pente sacrée pour regarder comment il compense, et puis le déséquilibre. D'accord? Et puis, si vous voulez progresser, en effet, vous devez regarder chez un patient normal quel type. Ensuite, si vous avez une adéquation entre le type, enfin, si vous avez un alignement qui est dans un état économique, c'est-à-dire qu'il ne fait aucun effort pour compenser, soit il est compensé, soit il est déséquilibré. D'accord? C'est vraiment très très simple. Hein. Donc, retenez que l'incidence pelvienne, c'est la version plus la pente.
que l'incidence pelvienne et lordose, hein, vous rajoutez 10 degrés grosso modo à la lordose et c'est bon. Voilà. Et que finalement, bassin étroit, et ben, à la fin de la vie, ça va poser quelques problèmes parce qu'ils ont une capacité d'adaptation très faible, tandis qu'un bassin très large va permettre d'avoir une capacité d'adaptation relativement élevée.